Salut à tous, avant toute chose, cette vidéo spoil complètement le film, donc si vous voulez pas être spoilé, arrêtez la vidéo, cassez-vous, allez voir le film et revenez sur la vidéo après. Aujourd'hui je vais me faire cracher dessus par pas mal de fans de la saga, parce que je vais oser donner mon putain de point de vue sur le dernier film en date de Disney Star Wars, Les Derniers Jedi, ou Le Dernier Jedi, on saura jamais lequel est le bon, tellement on est doué en France quand il s'agit de donner une bonne traduction en français. Perso je dirais plutôt Le Dernier Jedi, beaucoup plus cohérent avec ce qu'il se passe durant le film. Je rappelle que Groot en français il dit je s'appelle Groot. Ça fait marrer les enfants, mais si on serait doué, il dirait je m'appelle Groot. Allez, ça c'est dit. Enfin bref, aujourd'hui j'ai pas le temps de niaiser avec un générique, une belle intro, etc. Je vais reprendre mon mode de fonctionnement des hors-séries 100% spoiler, en proposant plusieurs points que je considère comme étant les plus importants et pertinents dans l'histoire. Je vais commencer en crachant mon venin sur les mauvais points, et je finirai sur les bons points qui, vous l'imaginez, se comptent très facilement sur les doigts de la main de Yoda. Alors on commence par l'humour dans le film, bon ça vous allez me dire, mais c'est subjectif, tu sais, l'humour, on n'est pas tous réceptifs de la même manière à l'humour, mais stop, arrêtez tout. Bien sûr qu'on est tous plus ou moins réceptifs à un certain humour, qu'on n'a pas tous la même fibre humoristique, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on regarde un Star Wars, et malheureusement un Disney Star Wars, du coup l'humour à la con est trop présent. J'ai 3 exemples en particulier en tête, Poe et le général Hux au début du film, c'est drôle, ok, mais ça chie complètement sur la crédibilité de Hux. Dans le 7, il avait quand même une certaine gueule. Le bordel c'était un Adolf version Star Wars, il y avait un truc. Mais là dans ce film, il est tout le temps tourné en ridicule, il se fait littéralement prendre pour un con par un petit pilote de rien du tout qui est devant ses 2 énormes canons. On a également la scène où Rey coupe la pierre sur laquelle elle s'entraînait, comme par hasard ça tombe sur l'espèce de chariot poussé par les gardiennes de l'île. Encore une fois, c'était drôle, mais c'est un humour pipi caca. On regarde Star Wars bordel. Et enfin le bouquet final, les porgs et Chewbacca. Je comprends pas cette relation, Chewbacca il tue 2 porgs, il fait un feu de camp et s'en sert pour cuire ses 2 pauvres victimes. Il va pour commencer à bouffer, que des porgs débarquent et nous lâchent des regards kawaii en mode trop mignon, achetez-moi en magasin s'il vous plaît. C'est pas cher payé un rein pour un porg. Le pire c'est que Chewbacca est un tueur. Il a tué des porgs mais ensuite le Faucon Millenium en est rempli. Les mecs ils sont toute une colonie et ça dérange personne. On dirait limite qu'il y a que Chewbacca qui est au courant. Ça aurait été logique d'avoir une petite scène où Rey par exemple les voit et demande ce qu'ils foutent là. Mais non, c'est les peluches que les gens ont déjà achetées ou vont acheter après avoir vu le film, donc faut les montrer plusieurs fois, histoire d'être sûr que tout le monde les a vus. Bref, cette mode de créer de nouvelles espèces juste pour en faire des peluches à vendre, je suis pas fan. Au moins les Ewoks dans le retour du Jedi, ils servaient à quelque chose et sont même très importants durant la bataille sur Andorre. Bon là c'est vraiment ce qu'il y a de plus illogique au monde. Le vaisseau mère de la résistance est à court de carburant, le vaisseau de Snoke finira tôt ou tard par les rattraper, ils ont à bord un traceur de voyage en vitesse lumière, Finn et Rose ont l'idée du siècle, s'infiltrer dans le vaisseau de Snoke pour trafiquer ce fameux traceur et ainsi permettre au vaisseau de Leia de pouvoir partir en vitesse lumière sans être tracé par le traceur donc. Sur le papier dit comme ça c'est bon, c'est clairement une bonne idée, sauf que ça entraîne 2 gros problèmes. Le premier c'est que pour réussir à s'infiltrer dans le vaisseau de Snoke, ils ont besoin de quelqu'un ayant les compétences nécessaires pour mener à bien cette mission impossible. Ils contactent Maz Kanata qui leur conseille d'aller trouver un certain cryptographe décrit comme étant l'homme de la situation. Le problème c'est qu'il est sur une autre planète lointaine, il est pas à côté. Du coup dans le plus grand des calmes, Finn et Rose embarquent dans un petit vaisseau et font cap sur la planète en question, plus précisément dans une ville casino. Le problème que j'ai, c'est que les mecs sont en pleine bataille spatiale. L'ennemi trace les voyages en hyperespace, mais non, pas de problème, un petit vaisseau, c'est pas grave. Il pourrait partir chercher des renforts, mais non, c'est pas grave, c'est pas important, on peut prendre le risque. Parallèlement, Poe est resté sur le vaisseau de Leia, cette dernière étant dans un état comatique, c'est Holdo qui s'occupe de la direction, cette dernière ne faisant rien à part de maintenir le cap sans mentionner son plan à Poe et les autres. On revient à Finn et Rose qui finissent par se faire embarquer par la police locale, on va dire, sous les yeux du fameux cryptographe, pour avoir eu la brillante idée de poser leur vaisseau sur une plage comme ça, tranquille, on s'en fout du parking, et ils tombent sur DJ, un co-détenu qui est comme par hasard un expert en piratage. Ils arrivent donc à s'infiltrer dans le vaisseau de Snoke. Ensuite, parallèlement, dans le vaisseau de Leia, Poe et ses compagnons les plus fidèles finissent par prendre la décision de se mutiner lorsqu'ils ont remarqué que Holdo préparait des petites navettes pour quitter le vaisseau mère. Du coup, Poe est sur le qui-vive attendant que Finn et Rose accomplissent leur mission, permettant ainsi au vaisseau mère de la résistance de pouvoir fuir sans se faire tracer. Jusque là, ça va, mis à part le co-détenu qui est comme par hasard expert en piratage, tout va bien. Mais cette histoire nous amène au deuxième problème de cette
livraison à domicile complètement tirée par les cheveux. Holdo ne cherchait pas à fuir comme une lâche le vaisseau mère. Elle avait prévu la trajectoire pour tenter une évasion direction l'ancienne base rebelle sur la planète Crate, où de là il pourrait émettre un signal de détresse. Sauf que malheureusement, le fameux expert en piratage est une crapule et divulgue l'information au général Hux après qu'avec Finn et Rose, il se soit fait capturer par le Premier Ordre sans avoir pu neutraliser le fameux traceur. Du coup, le Premier Ordre bombarde les petites navettes. En gros, toute cette mission à livraison express ne sert absolument à rien. Bah ouais, ils se seraient contentés de faire confiance au vice-amiral Holdo, ils auraient pu se réfugier sur Crète, sans avoir à essuyer des tirs ennemis, sans se faire repérer. Et le pire, c'est que c'est une mission centrale, qu'elle prend énormément de temps dans le film, avec l'intrigue autour de Rey. C'est l'intrigue qu'on suit durant tout le film, et finalement, elle ne sert à rien, à part faire du remplissage. C'est grave quand même. Je comprends pas ce personnage, si quelqu'un a compris, qu'il le dise en commentaire, hein. Je suis preneur. Le mec, il bute son père, il se fait victimiser par Snoke comme le ferait un entraîneur de foot qui se fout de la gueule de son plus mauvais joueur, grand habitué du banc de touche. Il entretient une certaine connexion avec Rey durant tout le film, on a même limite l'impression qu'ils vont finir par être ensemble. Quand Rey finit par être devant Snoke, après quelques tentatives de lui soutirer des infos sur Luke, Snoke demande à Kylo d'accomplir son apprentissage du côté obscur en la tuant. Sauf que le Kylo, il en profite pour actionner le sabre laser de Rey, que Snoke avait pris soin de poser sur son accoudoir droit, et salut bonsoir Snoke. S'ensuit une des bonnes scènes du film sur lesquelles je reviendrai plus tard dans la vidéo. Finalement, après avoir tué Snoke et ses gardes, Kylo, au lieu de s'allier définitivement à Rey, il lui propose de venir avec lui pour créer un nouvel ordre et régner sur la galaxie. En fait, le mec c'est un enfant, il veut tout faire comme papy. Du coup, on se retrouve avec Kylo Ren comme pseudo ultime méchant du film, de la trilogie même, alors que c'est qu'un enfant dans sa tête. Il a pas de réel objectif en fait, il est juste là pour être méchant. Alors que putain, le mec au début du film, il a hésité avant de tirer sur sa mère. Il retire même son pouce du bouton. C'est les autres vaisseaux derrière lui qui font le travail. On sentait bien qu'il y avait moyen qu'il revienne du bon côté. Mais non, le mec c'est une girouette, il sait pas ce qu'il veut, un enfant quoi. Le grand méchant de la nouvelle trilogie Star Wars, c'est un gosse qui fait joujou avec la force et son sabre laser parce que tonton Luke a un soir senti son côté obscur, qu'il avait hésité à le tuer, ce à quoi Kylo a chié dans son froc comme jamais. Super comme motivation pour un méchant de Star Wars. On est sur du très lourd, hein. Bref, c'est pas une histoire au niveau d'un Star Wars selon moi. Totalement absent, inexistant, dans le set on nous les vend comme les alliés de Kylo, des anciens apprentis Jedi, passés du côté obscur avec ce dernier. Ils sont pas du tout exploités dans le 8, on n'entend pas parler d'eux, alors qu'ils auraient pu être hyper bien exploités dans le sens où ils auraient été les ennemis de Kylo et Rey lorsque Kylo tue Snoke et trahit le Premier Ordre. En fait, ils auraient dû être présentés durant ce film avant l'affrontement entre Rey, Kylo et Snoke. Ça aurait apporté des ennemis, des méchants à affronter pour le nouveau duo possible entre Kylo et Rey. Parce qu'on va pas se le cacher, une fois Snoke mort, il nous fallait un méchant, c'était obligé. Pendant un moment, j'ai pensé au fait que ça aurait pu être possiblement Luke qui tomberait du côté obscur pour une raison à la con. Enfin voilà, je cherchais un possible ennemi, vu que Kylo avait retourné sa veste en tuant Snoke et en s'alliant à Rey. Du coup, je trouve que les Chevaliers de Ren auraient pu être vraiment un bon filon à exploiter, et auraient pu être une bonne option suite à la mort de Snoke. Ah bah alors lui, Snoke, c'est la blague de l'année. Tout internet a chié des théories de partout, dont une que j'ai moi-même traduite en français. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si vous l'avez pas vue. La théorie proposait que Snoke soit en fait Mace Windu. Bon, c'est une théorie qui a été entre guillemets détruite par Side Maul il y a peu. Mais c'est pas la seule, il y en a eu des tas d'autres. Dans le 7 et dans le dernier Jedi, on nous le vend clairement comme le méchant de la trilogie. Celui qui a des révélations à faire, on le sent vraiment puissant. Il manie la force avec une extrême facilité. Il fait voler à droite et à gauche Rey comme un chiffon. Quand Rey tente de reprendre son sabre de la même manière que lorsqu'elle le prend avec la force à la fin du 7, encore une fois, Snoke en master de la force, il arrive à rediriger le sabre vers lui. Il se vante d'avoir fait exprès de connecter Rey et Kylo pour qu'ils arrivent à ce moment précis, qu'il avait prévu leur réaction, leur émotion, leur faiblesse. En gros, c'est Dieu le Père, Snoke, sauf que dans son entière confiance en lui-même, en demandant à Kylo de tuer Rey, ce dernier profite que Snoke soit en train de jubiler comme un pervers pour diriger le sabre de Rey sur Snoke et l'actionner. Du coup, notre ultime méchant dont tout le monde avait fait des théories en mode « Oh, y a moyen que ça soit hyper intéressant, son histoire, son réel objectif », tout est perdu. Le type se fait trancher comme une pastèque gratuitement. On sait absolument rien de lui, on nous dit pas d'où il vient, de quelle espèce il est, s'il est un Wills ou non. Enfin bref, toutes les suppositions qu'on pouvait émettre sur lui, tout ça s'est envolé gratuitement, comme ça, juste pour la beauté du YOLO. Pour un personnage d'une telle envergure, je trouve ça tellement, mais alors tellement ridicule. Je crois que c'est sûrement le truc qui m'a le plus énervé durant ce film. C'est ni plus ni moins que du grand gâchis, alors que ça aurait pu être le personnage qui nous aurait tenu
en haleine pour le 9e épisode. Bon alors, on est dans un what the fuck des plus totales, la flotte spatiale de Kylo Ren tire dans la salle du vaisseau mère où se trouve Leia, on a une petite pause pour ensuite revenir sur la scène. Le film nous offre un putain de plan où on voit Leia flotter dans l'espace, morte avec ensuite des plans serrés au visage, sur les mains, etc. Pour moi ce moment, il était tellement parfait par rapport à la mort de Carrie Fisher, ça aurait été tellement gratuit comme mort mais ça aurait été tellement beau, ça aurait tellement rendu un hommage monstrueux, j'avais les larmes qui montaient à ce moment-là. Et là ils osent nous la faire se réveiller. Je crois qu'elle ouvre même pas les yeux en plus. Elle tend la main et elle retourne à bord de son vaisseau. Franchement, prenez 2 secondes. Faites-vous la scène dans la tête. Elle est dans le vide, dans l'espace depuis un certain temps et du coup, elle se réveille pour revenir sur le vaisseau tel Mary Poppins sans parapluie. Non, franchement, c'est n'importe quoi. C'est totalement what the fuck. J'entends déjà des gens me dire « Mais c'est normal, Leia, c'est la fille d'Anakin. La force est puissante en elle. » Je veux bien que la force soit puissante en elle, qu'elle puisse sentir les gens mourir à distance tel un Yoda, pourquoi pas, mais survivre dans l'espace. On voit pas de bulle protectrice, elle est pas consciente comment son corps a fait pour utiliser la force et ainsi la maintenir vivante dans l'espace. À ce moment-là, elle est KO dans l'espace. Citez-moi un Jedi capable de survivre dans l'espace. Citez-moi un Sith capable de survivre dans l'espace. Et si vous avez un exemple, une preuve venant d'autres films ou romans, bah donnez-moi l'explication par rapport à cette scène. Sans ça, ne venez pas me dire que c'est possible ou logique. Et ne me sortez pas le général Grievous, hein, c'est un androïde. 2 ans qu'on attendait la suite de cette scène. 2 années que le monde entier a spéculé sur la suite possible de cette scène. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'est une scène à la base très intense. Luke revoit son sabre des années après son affrontement contre son père. Après s'être fait couper sa main, c'est vachement symbolique. La réaction, bat les couilles de Siwa. Il le jette en arrière comme une vulgaire canette qu'un connard jetterait dans la rue après une grosse gorgée de piliers de bar. La réaction est complètement nulle, sans compter son comportement ensuite, en mode vieux fou, qui ne peut que faire penser aux phases de folie de Yoda dans l'Empire contre-attaque. Déjà, Luke Skywalker, dans cet opus, ça commence très mal. Il aura fallu une bonne scène dans le Faucon Millennium avec R2-D2, qui lui montre le message de la première trilogie où Leia appelle Obi-Wan à l'aide, pour que Luke se décide à démarrer la formation de Rey. D'ailleurs, petit détail, sur R2, on le voit que dans cette scène, hein. Après il a disparu des écrans radars le bordel. On imagine qu'il est resté dans le Faucon, mais on le voit pas. Il aurait pu être aussi resté avec Luke sur Acto, mais encore une fois, aucun plan nous le montre. Au final, même C3PO qui sert à rien du film a plus de minutes à l'écran. Enfin bref, parlons de ce qui fâche le plus. Luke meurt dans le film. Alors toutes les personnes comme moi qui disaient dans le 7 ils nous ont tué Yann Solo, si dans le 8 ils nous tuent Luke, c'est fini. Et ben on a tapé dans le 1000 comme Manu Ferrara, dis donc hein. Personnellement, j'y aurais vu aucun problème si Luke aurait vraiment combattu contre Kylo, qu'il soit mort en héros, un peu comme l'a fait Obi-Wan dans Un Nouvel Espoir. Le souci c'est qu'il nous sort un jutsu multi-clonage sorti tout droit de Naruto. En fait, la scène au départ est juste parfaite. Kylo et le général Hux sont devant la porte blindée de la base rebelle sur Crète, Rey est occupé sur le Faucon, il n'y a aucun espoir et c'est là que dans l'ombre on voit Luke débarquer. Il a des interactions physiques avec les gens, en particulier avec Leia. Je vois des gens arriver avec l'argument mais si ça se trouve il utilise une technique Jedi en mode esprit comme Yoda, Qui-Gon, Obi-Wan et Anakin. Mais le problème c'est que seuls les Jedi ou les personnes ayant une certaine complicité avec la Force peuvent les voir. Or dans cette scène absolument tout le monde le voit. Il sort de la base pour affronter directement Kylo et son armée, un vrai thug le type. Franchement sur le coup je me suis dit mais voilà, c'est ce qu'on voulait voir, bah on l'a. Sauf qu'une fois après avoir essuyé énormément de tirs, Kylo voyant bien que Luke est toujours debout et n'a rien senti, bah il décide de descendre l'affronter lui-même. Et c'est à partir de ce moment-là où tout est parti en couille avec cette scène. Kylo sort son sabre, Luke fait pareil et on voit qu'il utilise son ancien sabre, celui que Rey utilise en ce moment. Sur le coup absolument tout le monde s'est fait avoir, mais c'est pas du tout logique que Luke ait ce sabre puisque Rey est parti de la planète Octo avec ce sabre. Donc c'est bien impossible que Luke le détienne. Ensuite le combat se lance mais on a le droit à aucun coup de sabre. Luke esquive tous les coups de Kylo. Finalement il finit par rengainer son sabre, tel Obi-Wan dans le 4, et là Kylo s'élance et le tranche en deux. Sauf que problème, Luke n'a rien. Kylo pète un petit câble, met un coup de sabre léger histoire de vérifier, et c'est là qu'on découvre tous que ce n'est qu'une espèce de projection, de technique multiclonage à distance. Et là Disney prend la décision totalement débile de faire que Luke se laisse mourir en disparaissant comme Obi-Wan et Yoda avant lui. Mais sérieusement quoi, où est l'utilité? Pourquoi le faire mourir? Et surtout quitte à mourir, pourquoi ne pas l'avoir fait venir sur Crète physiquement? Pourquoi est-ce qu'il a pas pris son X-Wing qui était sous l'eau? Pourquoi il est
pas venu lui-même avec son propre sabre pour mourir contre Kylo? On s'en fout qu'il meure en fait, mais il est mort sans vraiment se battre. On n'a pas vu un Luke échanger des coups de sabre. Ça aurait été tellement plus classe et logique que cette vieille mort toute pourrite par Bluetooth. C'est juste immonde comme choix scénaristique. On avait là l'occasion de donner à Luke un combat épique. On aurait même pu avoir un vrai combat au sabre laser, mais non, pas possible. On préfère le faire mourir par Bluetooth. Ça nous coûtera moins cher et puis c'est pas grave, le résultat est le même. Non mais sérieusement, vous auriez pas préféré que Luke soit bien présent physiquement, que quitte à mourir, qu'il meure au combat face à Kylo? Ça n'aurait pas été meilleur comme ça? Non franchement, 2 ans d'attente, plein d'espoir. Avec mes amis on s'est dit ça peut pas être pire que le 7, il sera forcément mieux. Et c'est vrai que d'un côté il est meilleur que le 7, mais le souci c'est qu'il est également pire que le 7. Les défauts du 8 sont beaucoup plus nombreux et graves que dans le 7. Personnellement c'est trop. Je le rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, mais même Mark Hamill est hyper déçu de ce que le film fait de Luke. Enfin, on rentre dans les bons points de ce film. Et l'un des bons points positifs, c'est clairement Poe Dameron. Tout le long du film, il est excellent, mais c'est surtout au tout début qu'il est le plus génial. On est en pleine phase spatiale, Poe, seul face au vaisseau du premier ordre, il leur fait clairement la samba de Janeiro, et ça passe tellement crème. On est dans une fluidité extraordinaire. Le son des tirs, la panne technique, coup classique bien sympa. Ensuite, les renforts arrivent, et on rentre dans une bonne grosse bataille spatiale comme on les aime, avec un objectif, une finalité émouvante qui justifie la venue d'un nouveau personnage en la personne de Rose. On est dans quelque chose de fort et intense qui nous montre tout le potentiel de pilotage de Poe Dameron, sans compter son lien très fort avec Leia, dont on peut dire que c'est limite une relation de mère-fils. Poe Dameron est clairement l'un des seuls points forts de cette trilogie Disney. En oubliant la mort totalement gratuite de Snoke, on nous a servi sans nul doute le plan le plus marquant de ce film et certainement de la saga entière. Voir un Sith et un Jedi combattre ensemble côte à côte, même si pour moi ils sont pas vraiment Sith et Jedi, l'idée du plan, la chorégraphie, l'intensité, les tricks à base d'échanges de sabres laser, on avait là la meilleure idée du film, malheureusement très vite gâchée à la fin du combat. On avait les 2 seuls combattants au sabre laser du film se battre ensemble. Après leur échange, s'être avoué des passages douloureux de leur vie, on aurait pu même se faire embarquer dans une histoire d'amour carrément. Mais encore une fois, l'idée est totalement gâchée parce qu'il faut un méchant pour la suite du film et pour le prochain opus. Pour revenir à ce que je disais plus tôt sur les Chevaliers de Ren, si ces derniers avaient été exploités et qu'ils représentaient une réelle menace, le film aurait pu se permettre cette alliance. Kylo aurait pu rejoindre Rey et combattre le mal comme l'avait fait finalement son grand-père. Mais non, pourquoi se faire chier quand on peut faire simple? Donc voilà, c'est un bon point positif dans le film, mais son potentiel est totalement détruit parce qu'il faut faire un méchant et qu'on veut pas s'embêter à raconter une histoire plus compliquée. Bon alors là, je pourrais parler de gros fanservice pour les plus vieux fans, et j'aurais pas tort, mais en soi, je veux pas gâcher ce grand moment de cinéma. L'apparition de Yoda face à Luke lorsque ce dernier s'apprête à brûler l'arbre, où sont planqués les derniers livres anciens Jedi, derniers vestiges de l'ordre, le film a fait le magnifique choix de reprendre la forme qu'il avait dans la trilogie originale. Et c'était tellement beau, je le dis sans honte, j'ai chialé, j'ai ri, j'étais choqué, tout ça à la fois. Ce plan où on voit le haut de sa tête de dos, mais personne n'était préparé pour cette scène, personne n'était prêt. La discussion entre les deux personnages était tellement fabuleuse. On retrouve complètement l'ambiance des premiers films. Voir Yoda remettre Luke à sa place, lui mettre un coup de bâton sur la tête, le voir rigoler exactement comme dans les premiers films, c'était juste magnifique. C'est là qu'on nous montre encore plus à quel point Yoda est sans nul doute le Jedi le plus puissant avec la Force. Luke voulant donc brûler les derniers vestiges Jedi, on le sent encore hésitant quand Yoda apparaît et fait tomber la foudre sur l'arbre, mettant ainsi le feu à ce dernier, pour ensuite donner une leçon à Luke, lui disant que c'est pas les bouquins qui sont importants en gros, et qu'en plus Rey a déjà en elle les capacités de faire quelque chose de bien, d'entre guillemets prendre la relève. Et c'était beau, le plan où l'on voit Yoda et Luke assis en train de regarder l'arbre en feu, c'était puissant. C'est vraiment la seule bonne scène qui n'est pas gâchée par un retournement à la con ou par un moment en mode what the fuck. La scène est propre, tout est parfait. Vous aurez remarqué que je parle pas vraiment de Rey dans cette vidéo. J'ai vraiment pas de mots pour décrire ce que j'en pense en fait, donc je préfère pas m'exprimer. Je sais que je prends énormément de risques en pondant cette vidéo, mais je vais pas garder ça pour moi juste par peur de me faire cracher dessus. Je trouve que je donne un avis clair et net. Je m'attends à avoir beaucoup de commentaires négatifs, mais du moment qu'ils seront constructifs et pas insultants, rassurez-vous, ils seront gardés. Vous comprendrez bien que c'est normal que je supprime et bloque des commentaires insultants, stériles et qui ne feront pas avancer le débat. Même si de mon côté je reste pas mal sur un avis tranché en mode déception,
opinion. En même temps, je trouve ça bien d'avoir un avis plutôt négatif à donner. J'ai vu que du positif autour de ce film, alors que clairement, bien que ce dernier contient des scènes énormes, je suis sorti de la salle de cinéma en étant très déçu et en colère. Parce qu'encore une fois, le film a de bonnes idées et propose des bons plans, mais je trouve que 95% de ces idées sont totalement gâchées derrière. Et pour un film Star Wars, je trouve que c'est dégoûtant et pas du tout au niveau de ce qu'on a le droit d'attendre d'un film d'une saga aussi gigantesque. J'en ai quand même pas mal débattu avec des amis, je reste ouvert au dialogue et à possiblement m'incliner devant un argument indéniable. Je ne suis pas parfait et je prétends pas détenir la vérité sur cette trilogie Disney Star Wars. Je suis simplement déçu et je donne mon avis en bon citoyen d'internet. En tout cas, avec J.J. Abrams de prévu pour l'épisode 9, ça me donne encore moins envie de le voir au cinéma, ou de le voir complètement même. Franchement, ce mec a ruiné la saga Star Wars. Il l'a Star Trekisé pour parler français. Rien que le fait d'avoir du dialogue durant les phases de vitesse lumière, c'est totalement illogique par rapport à tous les autres films. Sur ce, j'espère que cette vidéo permettra quand même à certains de prendre du recul sur le film, et surtout remettre en question leur âme de fan perverti par le côté obscur de Mickey. Il y a même peut-être des détails que j'ai évoqués que vous aviez oubliés. Ceux qui pensent que je ne suis qu'un rageux, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Mais taisez-vous!